Normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire si vous le voyez bien? Oui, allez, c'est parfait. C'est parti. Alors, bienvenue donc pour ce webinaire dont le sujet est donc la directive GDPR, que l'on peut aussi appeler ou lire dans d'autres supports RGPD. Voilà, donc je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, je suis Charles Esmar, Product Manager chez XL France, en charge notamment de la gamme de sécurité. Alors, l'agenda de ce webinaire, on a 20 minutes, une demi-heure, on pourra même aller un peu plus loin si jamais il y a des questions, pour traiter donc du sujet GDPR. Alors, dans un premier temps, on parlera donc de cette nouvelle réglementation qui vise à protéger les données des personnes, les données personnelles. On va parler des différents acteurs de cette réglementation et de leurs responsabilités. Je vous parlerai évidemment de XL et comment on vous accompagne pour sécuriser vos données. Et enfin, on parlera d'un sujet qui est évidemment directement lié à cette réglementation GDPR, c'est le portail masxl.com qui est évidemment conforme avec cette réglementation GDPR. Voilà, je vous propose de passer donc sur le premier point de cet agenda, donc GDPR, une nouvelle réglementation de protection des données. Alors un peu d'historique déjà pour démarrer sur la protection des données personnelles. Alors c'est pas nouveau, hein, les données personnelles, on a commencé évidemment à vouloir les protéger avec l'essor de l'informatique et d'Internet, avec la manipulation de beaucoup de données personnelles. Les pouvoirs publics, de manière générale, ont voulu encadrer la collecte et l'usage des données personnelles. Alors en France, ça a commencé déjà avec la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui légifère pour les entreprises françaises. En 1995, une première évolution vers un cadre européen avec la mise en place de la directive européenne 95/46/CE. C'est donc une directive qui précise un cadre réglementaire. La spécificité de cette directive européenne, c'est que c'est un cadre. Ensuite, chaque pays a la liberté de le transposer à sa façon pour ses entreprises. C'est donc aujourd'hui, donc en France, on est encore sur cette directive. Donc c'est vraiment un cadre européen qui a été décliné par la France avec une loi française. C'est celle que l'on respecte aujourd'hui avec donc notamment les déclarations à la CNIL que l'on connaît. Et donc la nouveauté, c'est donc, alors ça s'est passé cette année, hein, il y a un peu plus de 6 mois, le 14 avril 2016, l'Union européenne a adopté un nouveau règlement que l'on appelle donc GDPR. Donc GDPR pour General Data Protection Regulation. C'est une loi, cette fois-ci, qui est traduite et applicable dans tous les États membres de l'UE et qui va rentrer en vigueur le 25 mai 2018. Alors pourquoi est-ce que je dis c'est une loi qui est traduite et applicable dans tous les États membres de l'UE? C'est parce que cette fois-ci, l'Europe ne laisse pas la liberté à chaque pays de décliner et la souplesse, on va dire, d'adapter la loi selon son pays. Là, c'est vraiment une loi unique qui va être déclinée dans l'ensemble des pays. Donc en France, cette nouvelle réglementation va remplacer l'actuelle loi et celle-ci va s'appeler RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. Alors d'un point de vue législatif, hein, en Europe, c'est donc la Regulation Europe 2016 679. Voilà, donc ça c'est, on va dire, c'est son nom, c'est son vrai nom et donc son petit nom GDPR ou RGPD. Ce sont vraiment les deux nominations, les deux libellés en fait qu'on va souvent rencontrer dans les médias et dans les différentes présentations. Alors comment va s'articuler RGPD et en quoi est-ce qu'elle va différer par rapport à la loi actuelle que l'on a en France, hein. Je vais vraiment on va dire m'appuyer sur ces deux organismes.
vraiment la partie française actuelle et la partie RGPD que l'on va avoir à partir de l'an prochain. Le RGPD va répondre à 3 grands objectifs. Le premier, c'est donc le renforcement des droits des personnes, vraiment renforcer nos droits en tant que personne et sur la gestion des données qui nous concernent sur l'informatique, enfin sur Internet et globalement traiter en informatique. La responsabilisation des acteurs qui vont traiter l'ensemble de ces données. Et enfin, la crédibilisation de cette régulation. Voilà les 3 grands objectifs auxquels doit répondre RGPD. Alors si on les regarde, si on regarde chacune d'entre elles, le premier déjà, le renforcement des droits des personnes. Alors là, on va déjà, on va dire, dresser une liste d'objectifs, de sous-objectifs liés vraiment au renforcement des droits des personnes. Le premier, il est très important, c'est le consentement renforcé. Alors le consentement, là on parle vraiment de est-ce que moi, en tant que personne, j'autorise une structure à utiliser mes données. Aujourd'hui, quand on va sur Internet, quand on achète un produit et que sur Internet on va fournir nos identifiants, une adresse email, peu importe, on va dire des données, le client peut, on va dire, nous demander notre accord pour utiliser les données. Si jamais on ne dit pas clairement qu'on n'est pas d'accord, par défaut, on est d'accord. Ça va changer. Le consentement renforcé, c'est vraiment c'est un consentement explicite. Donc en tant que personne, plutôt en tant qu'entreprise, si jamais je vais utiliser des données d'une personne, il va falloir que cette personne me dise explicitement, je veux bien que tu utilises cette donnée dans le cadre de ton activité commerciale. Alors la transparence de l'usage, ça aussi, ça va changer, parce qu'aujourd'hui, on peut dire simplement, est-ce que je peux utiliser vos données? À partir de demain, il va falloir dire, est-ce que je peux utiliser telle et telle donnée, votre nom, votre prénom, votre âge, pour tel usage, de la téléprospection, donc à but purement commercial, pour du marketing, pour du support technique. Est-ce que je peux utiliser pour 1 an, 2 ans, 5 ans? Voilà, la transparence de l'usage, c'est vraiment ça. C'est de quelles données je parle, pour quel usage et pour combien de temps. Ensuite, en tant que personne, on va avoir un droit d'accès à l'ensemble de ces données. Et donc, on va parler de droit d'information. Donc, on va pouvoir demander à une entreprise quelles sont les informations, quelles sont les données qu'elle détient me concernant. Le droit à la rectification. Donc, cette donnée n'est pas bonne, il faut que vous la rectifiez dans vos systèmes. Le droit à la portabilité, ça c'est important et c'est tout nouveau. C'est qu'aujourd'hui, je vais avoir, on va dire, un fournisseur qui va détenir des données me concernant. Je vais pouvoir lui demander de porter l'ensemble de ces données à son concurrent. Enfin, le droit à l'oubli. Là aussi, on en parle de plus en plus ces dernières années. Donc, c'est la capacité que l'on a à pouvoir demander à une entreprise de nous oublier. Et donc, à ce titre, elle devra effacer totalement de son système l'ensemble des données qu'elle détient me concernant. Donc voilà, là on parle vraiment d'un renforcement des droits des personnes. Le deuxième objectif, c'était donc la responsabilisation des acteurs qui vont traiter l'ensemble de ces données. Et là, ce qui est très important, c'est que RGPD va distinguer différents rôles dans vraiment la chaîne de traitement des données. On va avoir l'entreprise finale qui va utiliser les données. Aujourd'hui, c'est la seule qui est responsable d'un point de vue législatif, d'un point de vue vraiment juridique. Là, on va aussi, on va dire, définir un rôle pour l'entreprise qui va fournir ou qui va héberger l'ensemble des données. C'est un sous-traitant. Ce qui est important, c'est qu'on peut d'ores et déjà s'imaginer qu'il peut y avoir plusieurs sous-traitants pour une donnée, et que dans l'ensemble de cette chaîne de traitement des données, chaque acteur est responsable des données qu'il traite et de leur sécurisation, on va dire, sur le bout de chaîne qui le concerne. Troisième objectif, c'est la crédibilisation de la régulation. Alors ça, c'est important, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on vit, on va dire, sur une directive européenne qui est ensuite déclinée au choix par chaque État membre de l'Union européenne. Là, cette fois-ci, ce que souhaite l'Europe, c'est vraiment de définir un cadre
qui est stricte, qui amène, on va dire, la souplesse, une souplesse qui est, on va dire, légitime, mais limitée vraiment à certaines actions, mais dans le but de la protection des données. Et donc là, vraiment, on va avoir un cadre qui devra être respecté par l'Europe, mais potentiellement aussi beaucoup plus loin. Donc on va avoir un cadre juridique qui est complètement unifié et qui va être applicable à toute structure traitant ou sous-traitant des données d'un citoyen européen. Ça, c'est important. C'est important parce que aujourd'hui, on va dire les différentes législations qui sont déclinées dans les pays doivent être respectées par les entreprises de ce pays. Là, quand on lit cette phrase, ça veut dire que demain, un site commercial sur Internet chinois à qui je vais acheter des produits, et bien ce site-là, il traite avec un citoyen européen, et à ce titre, il va devoir respecter la réglementation GDPR. Donc potentiellement, ça veut dire que le monde entier va devoir se plier à cette nouvelle réglementation. Et si elle s'y plie pas, eh ben, on va avoir des sanctions qui seront encadrées, qui seront, on va dire, largement augmentées par rapport aux différentes sanctions qu'on peut voir aujourd'hui dans les différents pays de l'Union européenne, qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. C'est conséquent, c'est colossal. Et alors l'Europe indique dès à présent que voilà, ces sanctions, donc elles sont graduées bien sûr, hein, ils vont pas forcément appliquer 4% d'amende du CA annuel mondial pour on va dire pour une donnée non approuvée, mais en tout cas il y a vraiment tout un arsenal de sanctions qui pourront être appliquées, qui pourront aller jusqu'à cette amende. Enfin, le délai de prévenance, ça c'est assez nouveau, c'est que là, la CNIL telle qu'on la connaît aujourd'hui en France, lorsque l'on constitue une base de données avec des données personnelles, on doit déclarer cette base de données auprès de la CNIL. À partir de mai prochain, avec GDPR, on n'aura plus besoin de déclarer nos bases de données auprès des différentes autorités de régulation. On va simplement devoir prévenir si jamais il y a une perte, une fuite ou un vol de données. Et donc, pour ce délai de prévenance, on aura 72 heures, et donc c'est 3 jours, c'est assez rapide, et donc sous ces 72 heures, les différentes autorités devront être prévenues. Alors, qu'est-ce qu'une donnée? Ça aussi, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Ce que nous dit la réglementation GDPR, c'est donc une donnée, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. À partir de là, eh ben, on peut tout imaginer. Je vais vous donner une liste qui n'est pas exhaustive, hein, on pourra aller plus loin, mais qu'est-ce qui est capable de nous identifier? Évidemment, déjà un nom ou un prénom. Quelqu'un qui va garder dans sa base de données Charles Jesma, ben tout de suite, on peut savoir de qui il s'agit. Une adresse postale ou n'importe quelle information de géolocalisation, ça peut être aussi des coordonnées GPS par exemple. Une photo peu importe l'âge. Des identifiants sur Internet, sur une application, qui pourrait permettre de rapprocher l'utilisation de l'application vers une personne. Une adresse email, parce qu'une adresse email, c'est potentiellement rattaché à une personne. Hein. Mon adresse email, c'est c.jesma@zixel.fr. Et ben, on sait directement, sans beaucoup d'efforts, on peut la rapprocher d'une personne. Une adresse IP. Et là, donc ça c'est important. C'est une adresse IP ou une adresse MAC. Aujourd'hui, à partir de mai prochain, on considère que ce sont des données qui vont permettre d'identifier une personne. C'est une donnée personnelle, et donc conserver une adresse IP, eh ben, potentiellement ça veut dire que pour pouvoir la conserver, il va falloir être autorisé à le faire. Voilà, c'est donc une liste
non exhaustive, hein, on peut imaginer tout type de données, mais on va dire ces quelques exemples, ça nous donne une idée de ce qu'on considère comme une donnée dans le cadre de la réglementation GDPR. Voilà, donc là j'ai donné, on va dire globalement, le nouveau cadre de GDPR. Alors maintenant on va passer aux différents acteurs et à leurs responsabilités. Alors déjà, dans les différents rôles, ils sont définis par RGPD, il y a le sujet. Le sujet, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe quelle personne, une personne, un particulier, un collaborateur, un candidat, c'est n'importe quelle personne qui a un nom, qui a une adresse, qui a des identifiants, c'est vraiment la personne en tant que telle, avec toutes les données qu'elle peut posséder. Le deuxième rôle, c'est le contrôleur. Alors, le contrôleur, c'est l'entreprise finale qui va utiliser les données. Elle va les utiliser pour pousser de l'information au sujet, de la publicité par exemple, ou des emails de notification. Voilà. Donc là, il y a une relation qui va dans un sens du contrôleur vers le sujet. Alors l'entreprise finale, au final, elle va utiliser des données, mais c'est pas elle qui va forcément mettre en œuvre les moyens pour récolter les données. Pour cela, en fait, il va y avoir un intermédiaire que l'on définit clairement dans le cadre de RGPD, c'est le processeur. Le processeur, c'est un peu le sous-traitant, tel qu'on le voyait tout à l'heure. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. C'est vraiment l'entreprise qui va intervenir dans la relation entre le contrôleur et le sujet, et qui va permettre au contrôleur de disposer de données. Alors ça va être par exemple le fournisseur d'une API qui va permettre de récupérer des données sur Internet. Ça peut être un hébergeur web qui va héberger les bases de données du contrôleur. C'est vraiment toutes ces structures qui interviennent entre les deux et qui permettent au contrôleur de disposer des données. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'autorité de contrôle. L'autorité de contrôle, donc il y en a une par pays, et c'est cette autorité qui va s'assurer que l'ensemble des processus sont respectés, l'ensemble des réglementations sont respectées par le processeur et par le contrôleur. Alors la CNIL dans tout ça, donc j'ai parlé des autorités de contrôle. Les autorités de contrôle, donc c'est un guichet unique. Il y en a une dans chaque pays, et ce guichet unique va permettre de déclarer ou de réclamer des informations ou des infractions. Et donc en France, la CNIL va garder son nom, tel qu'elle existe aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes, mais donc la CNIL devient l'autorité de contrôle de la France. Alors, une information que j'ai pas notée dans cette présentation parce qu'elle est temporaire. Aujourd'hui, donc l'ensemble des pays de l'Union européenne travaillent pour la mise en place de cette réglementation. Il y a donc un groupe de travail de l'ensemble des autorités de contrôle pour mettre en place le cadre réglementaire dans l'ensemble des pays. Et aujourd'hui, donc c'est la CNIL qui préside ce groupe de travail au niveau européen. Alors quand et comment sommes-nous concernés? Ça, c'est vraiment la question qui nous intéresse. Alors nous en tant que personne, mais aussi nous en tant qu'entreprise. Alors déjà, on peut être contrôleur, on peut être aussi processeur. Vous êtes potentiellement des intégrateurs réseau qui accompagnent des entreprises et qui hébergent des données. Donc vous pouvez être à la fois contrôleur pour vos clients, mais aussi processeur. Ce qui est sûr, c'est que le contrôleur et le processeur doivent être autorisés à collecter et à traiter les données personnelles. Alors quelques phrases, quelques questions qu'on peut se poser pour savoir si on est autorisé. La première, c'est je dois avoir un consentement explicite et je dois pouvoir le prouver. Et donc ce que je dirais, c'est que le silence, c'est pas un consentement. Donc ça veut dire que l'ensemble de mes clients, je vais devoir leur demander clairement, est-ce que je peux utiliser vos données? Ils vont me répondre oui ou non, et s'ils me répondent oui, je vais devoir garder cette information, ça va me servir de preuve,
le jour où l'autorité de contrôle viendra me dire est-ce que vous avez eu l'autorisation de ce client pour conserver et pour utiliser ces données. Deuxième question, c'est que je dois avoir précisé pour combien de temps les données seront collectées, pour quel usage et par quel type de traitement. Est-ce que je vais faire de l'analyse? Est-ce que je vais faire juste de pousser de l'information par email ou alors ou par courrier ou par SMS? Voilà, c'est vraiment, et puis pour combien de temps? Pour 2 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Donc l'ensemble de ces données, voilà, je dois avoir précisé lors de ma demande l'ensemble de ces informations. Alors ce qui est important, c'est que évidemment, je vais devoir le faire pour ma base client, mais je vais aussi devoir le faire pour mes nouveaux clients. Le deuxième point qui est essentiel, c'est que les données qui sont collectées doivent être sécurisées. Alors les infrastructures de stockage doivent être sécurisées, donc vraiment toute la partie hébergement. Et lors des transferts, les données doivent être pseudonymisées ou encryptées. Alors pseudonymisé, c'est un mot qui est pas reconnu d'ailleurs par Office. Hein. Si j'enlève le mode présentation, il va être souligné en rouge, mais on comprend quand même rapidement ce que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, moi je suis Charles Esmar, mais on va dire dans des transferts, peut-être que mon nom, dans le cadre d'une analyse marketing, n'est pas pertinent. C'est pas nécessaire pour une entreprise de savoir que les données appartiennent à Charles Esmar. Et dans ce cas-là, ça va être Jean Dupont, à tel âge, il travaille chez XL. Voilà, donc c'est vraiment la pseudonymisation, c'est le fait de rendre, on va dire, l'identification d'une personne impossible. Et donc l'autre manière de gérer ces transferts, si jamais on ne veut pas pseudonymiser les informations, c'est d'encrypter les fichiers, soit par on va dire des systèmes d'encryption des données, ou alors avec un mot de passe simplement sur l'ouverture des fichiers. Alors Zixel, c'est donc votre allié pour sécuriser les données. Donc sur les deux points qu'on a vus au-dessus, c'est évidemment sur la deuxième partie qu'on va vous proposer de vous accompagner. Alors, pour refaire un petit point pour ceux qui nous connaissent peu, Zixel, c'est une société taïwanaise qui existe depuis plus de 25 ans, qui est présente dans le monde entier. Il y a 700 000 entreprises aujourd'hui qui travaillent avec et grâce à nos solutions, ce qui représente environ 100 millions d'équipements connectés. Alors je dis dans le monde entier, on peut voir sur ce graphique la répartition du revenu généré par Zixel en fonction de la région. Et on voit que la région qui nous concerne, donc EMEA, Europe, Middle East, Africa, représente plus de la moitié du revenu qui est généré par Zixel. Alors c'est important de noter ça, parce que ça veut dire que donc plus de la moitié du revenu vient de notre région, c'est-à-dire que notre région a un poids conséquent dans les choix stratégiques qui sont réalisés par Zixel, bien que ce soit une marque taïwanaise. Hein. Toutes les décisions ne sont pas prises en fonction du marché asiatique. On est réellement très écouté et au quotidien, donc toutes les remontées que vous pouvez nous faire sont vraiment largement entendues par nos patrons à Taïwan. Alors c'est important aussi dans le cadre de ce projet GDPR. GDPR, donc on a vu que c'était une réglementation européenne, et donc à ce titre, voilà, comme l'Europe représente plus de la moitié du revenu généré par Zixel, il était inconcevable que nos produits ne soient pas conformes à cette nouvelle réglementation. Voilà, et donc pour aller dans le sens de ces projets de développement, il y a des ressources R&D qui sont largement investies par Taïwan au quotidien, année après année, pour faire évoluer nos solutions. Et voilà, il y a 7% de notre chiffre d'affaires qui est investi chaque année en recherche et développement. C'est conséquent et on va dire c'est représentatif des sociétés que l'on considère comme innovantes.
Alors le ZXL, c'est un constructeur qui va essentiellement adresser le marché de l'entreprise avec un portfolio de produits qui est complet pour gérer, on va dire, de manière générale, l'ensemble du réseau des entreprises. On va commencer par les passerelles qui sont vraiment en coupure entre le monde de l'Internet et le monde de l'entreprise. Donc des passerelles DSL, fibre optique ou LTE qui seront achetées directement par les entreprises ou alors qui seront intégrées dans des offres d'opérateurs. Des solutions de sécurité, des switches, des points d'accès Wi-Fi, des solutions qui sont proposées à la fois on-premise ou alors avec une gestion dans le cloud. Donc c'est notre nouvelle solution Nebula. Et donc des solutions de logiciels de management réseau qui vont permettre de piloter l'ensemble de ces éléments. Alors sur ce portfolio, c'est évidemment avec notre gamme de sécurité que l'on va pouvoir répondre aux contraintes et aux problématiques de GDPR. Alors pour revenir à GDPR, il y a donc un article dans cette réglementation qui donne quelques éléments qui vont nous permettre de savoir concrètement ce qu'on doit faire. Alors je ne vais pas le lire entièrement, j'ai mis en gras et en surbrillance les éléments qui sont importants aujourd'hui, ce qui nous intéresse. Voilà, ce qu'il faut noter, c'est que le responsable du traitement et son sous-traitant doivent mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Ça veut dire donc la pseudonymisation et le chiffrement des données, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes, des moyens pour rétablir la disponibilité des données, et enfin des procédures pour tester, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles. Voilà concrètement les éléments qu'il va falloir retenir pour pouvoir savoir ce que l'on doit faire, où l'on doit agir en tant que processeur ou j'ai déjà d'ailleurs oublié le nom, ou en tant que contrôleur, voilà. Alors pour cela, donc on va s'appuyer sur l'offre de passerelles de sécurité ZXL. Ce sont donc des équipements, des boîtiers qui vont permettre de gérer des sites qui vont pouvoir accueillir de 1 à plus de 1500 utilisateurs. Ce sont des équipements, mais pas uniquement. Ces équipements, ce sont des routeurs sur lesquels on va activer des licences qui vont pouvoir permettre de gérer différents services, de l'UTM, des tunnels VPN, de la haute disponibilité, du hotspot et du contrôle Wi-Fi. Alors évidemment, là on parle de sécurisation des données. Donc au final, les services qui nous importent aujourd'hui, ce sont les services UTM, les tunnels VPN et la haute disponibilité. Ce sont vraiment les 3 éléments qui vont permettre de répondre aux éléments qui étaient en surbrillance tout à l'heure sur l'article 32 de la réglementation RGPD. Alors, pardon, excuse-moi. Les services UTM, donc il y en a plusieurs dans notre portfolio. Il y a l'antivirus, l'anti-spam, le filtrage de contenu et le filtrage applicatif. Donc ils vont chacun permettre de contrôler les données. L'antivirus, évidemment, ça va permettre d'identifier et de bloquer des virus qui vont chercher à s'infiltrer dans le réseau. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'un virus, il ne va pas forcément chercher à bloquer, à verrouiller le réseau. Un virus, c'est aussi une application qui va s'exécuter de manière très silencieuse dans un réseau dans le but de voler des données. Et donc là, on retrouve bien sûr la problématique du volet de la fuite de données. Alors l'anti-spam, là on est vraiment sur du blocage d'emails entrants, le filtrage de contenu, donc du filtrage web en HTTP ou en HTTPS. Donc là, c'est évidemment l'objectif, c'est plutôt d'être proactif et d'empêcher des collaborateurs ou des clients d'aller sur des sites qui pourraient potentiellement amener justement des logiciels malveillants dans le réseau.
Et donc le contrôle applicatif, là ça va nous permettre d'identifier des comportements anormaux dans le réseau, de bloquer des intrusions et donc de bloquer potentiellement des applications qui volent des données. Donc voilà, vous l'avez noté. Donc ZXL, sur l'ensemble de ses services, va travailler avec des spécialistes, avec des leaders du marché sur chacune de ces briques, avec donc Kaspersky, Cyrem et Trend Micro. Le deuxième élément, c'est les tunnels VPN. Alors le VPN, c'est donc Virtual Private Network, c'est donc une solution pour crypter les données lors d'un transfert. On a vu que la sécurisation des données, c'était une problématique au niveau de l'infrastructure, mais aussi lors des transferts. C'est donc avec des tunnels VPN que l'on va pouvoir encrypter les données lors du transfert de ces données entre deux sites ou entre un site et une personne. C'est pour cela que nos solutions vont permettre de faire du VPN site à site ou du VPN site à client en IPsec ou en SSL. Le dernier point, c'était bien sûr la haute disponibilité. La disponibilité des infrastructures, ça passe évidemment par une disponibilité de la passerelle réseau. Nos passerelles réseau répondent à l'ensemble de ces exigences avec de la haute dispo à différents niveaux, au niveau de l'OS et du firmware, au niveau multi-WAN, au niveau des VPN et au niveau matériel, avec la possibilité de configurer un cluster d'équipements, donc deux équipements, un en actif et un en passif. Le passif qui viendra prendre le relais automatiquement en cas de défaillance de l'équipement actif. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas nos produits, donc notre gamme de sécurité, ce sont les passerelles USG, donc Unified Security Gateway. Il y en a donc évidemment différents modèles pour répondre aux besoins des différentes tailles de sites, du plus petit l'USG 20 vers le plus gros l'USG 2200, avec la possibilité d'intégrer un point d'accès Wi-Fi sur les petits modèles, hein, l'USG 20W, USG 40W, USG 60W. Donc un point d'accès Wi-Fi qui n'est plus pertinent sur les modèles qui sont plus gros, puisque ce sont des modèles que l'on viendra installer plutôt dans des locaux techniques ou dans des baies techniques et qui permettront en revanche de contrôler un réseau de points d'accès Wi-Fi contrôlable. Tous ces équipements sont certifiés par l'ICSA, donc un laboratoire indépendant qui teste l'ensemble de nos équipements et qui apporte un tampon lorsque les équipements sont considérés comme fiables. Voilà, donc chaque année, ZXL fait passer l'ensemble des équipements sur les bancs de ce laboratoire, et donc depuis 15 ans, nous obtenons bien sûr le tampon de l'ICSA. C'est vraiment un gage de fiabilité et de garantie pour vos clients. Voilà, c'est donc avec cette gamme de produits de sécurité qu'on va vous accompagner pour sécuriser les données de vos clients. Alors le dernier point de ce webinaire, c'est donc le portail mazixl.com. C'est certainement un élément, enfin pour ceux qui connaissent déjà ce portail, c'est certainement on va dire un sujet sur lequel vous alliez un jour ou l'autre nous solliciter pour savoir s'il était conforme. Alors, mazixl.com, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui va permettre d'enregistrer les équipements, donc l'ensemble de ces passerelles de sécurité notamment, d'activer les licences, notamment les licences UTM ou les licences VPN, de faire du suivi de parc et de gérer des expirations des licences. Donc là, on a vraiment une notion de gestion de clients. C'est un outil qui va permettre d'upgrader les équipements et avec la souplesse d'un portail multitenant qui propose en différents niveaux une vue client et une vue revendeur. Et donc, en tant que revendeur, vous allez pouvoir gérer, on va dire, l'ensemble de vos clients. Alors, à quel moment et quelles données mazixl va-t-il enregistrer? Déjà, lors de la création du compte mazixl.com, vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller dès maintenant, plutôt après ce webinaire sur mazixl.com, créer votre compte. On va vous demander
votre nom, votre prénom, votre adresse postale, des coordonnées email, téléphone et des éléments qui concernent votre société. Le deuxième moment où on va vous demander des informations, c'est lors de l'enregistrement pour l'installation des équipements. Donc là, on va demander pour un équipement, déjà quel est le revendeur qui a vendu cet équipement, l'adresse MAC, l'adresse IP de l'équipement et son numéro de série. Donc voici l'ensemble des données qu'on va collecter à un moment ou à un autre de la vie d'un client, de la vie d'un revendeur ou de la vie d'un équipement. En fait, magicset.com va respecter toutes les recommandations GDPR pour l'ensemble de ces données. Déjà, dès la création du compte, une interface multilingue va permettre de s'assurer de la compréhension et du consentement explicite. Seules les données nécessaires vous seront demandées. On ne va pas vous demander le nom de vos enfants ou la profession de vos parents ou une catégorie socio-professionnelle. Ça, ce sont des données qui ne nous importent pas dans le cadre de cet outil. On va vraiment vous demander uniquement les informations nécessaires. Vous avez évidemment accès aux données. Vous avez à tout moment la possibilité de les rectifier. Vous avez accès à la pseudonymisation des données. On va dire que vous rentrez les données que vous voulez, et si vous voulez mettre un faux nom, évidemment, vous avez la possibilité de le faire. Le redatage de toutes les actions qui sont réalisées sur le portail. Donc à chaque fois que vous allez faire une manipulation, les données les actions seront redatées et conservées sur nos serveurs, de manière sécurisée bien sûr. Alors pour l'outil magicset.com, on utilise le cloud AWS, le cloud d'Amazon, qui dans ce cadre a le rôle de processeur. Ce cloud est certifié EU-US Privacy Shield, donc c'est on va dire un cadre de protection des données européen et américain qui est évidemment conforme aux recommandations GDPR. On va utiliser le cryptage de données AWS AES 256. On va utiliser la fonctionnalité AWS Snapshot pour la sauvegarde automatique des données et la restauration des données automatique ou manuelle, donc automatique sur événements spécifiques ou manuels bien sûr. Et enfin, Zixel a mis en place des procédures proactives pour rendre compte des failles de sécurité sous les 70 heures, voilà, chose qui est demandée par cette réglementation. Alors au final, comment vous préparez? Vous êtes aujourd'hui un contrôleur, vous êtes un processeur, comment est-ce que vous allez pouvoir vous préparer pour la mise en œuvre de cette réglementation? Déjà, vous allez identifier un DPO, le Data Protection Officer, donc la personne qui est en charge de la protection des données. Alors selon la taille des entreprises, c'est un rôle qui est obligatoire. Pour les TPE, évidemment, on ne va pas vous demander d'avoir une ressource dédiée pour ce rôle-là. En revanche, le DPO, ça peut être un consultant, ça peut être un externe, ça peut être aussi vous simplement ou un DSI avec une casquette de DPO. Le principe est d'avoir vraiment une personne et un rôle qui est identifié pour gérer la protection des données. Vous allez ensuite pouvoir auditer les traitements des données personnelles et les infrastructures et l'ensemble des risques. Donc, pour l'ensemble des actions que vous menez au quotidien, vous allez pouvoir identifier toutes les données qui sont collectées. Est-ce que vous avez le droit de les collecter? Est-ce que vous avez précisé les traitements que vous allez effectuer sur ces données? Et les infrastructures qui hébergent ou qui traitent ces données sont-elles sécurisées? Quels sont les risques au final de sur l'ensemble de ces données? Vous allez pouvoir procéder à une étude d'impact sur la vie privée. C'est ce qu'on appelle le Privacy Impact Assessment, le PIA. Alors j'ai mis volontairement en anglais parce que si vous allez aujourd'hui sur le site de la CNIL, vous allez voir qu'il y a un outil PIA qui est mis à disposition gratuitement par la CNIL qui va vous permettre de faire cette étude d'impact sur la vie privée. Alors ce PIA ou alors ce EIVP
C'est un projet de manière générale qui vise à rentrer dans une application l'ensemble des données et de rentrer pour toutes ces données, au final comment elle est collectée, comment est-ce qu'elle est protégée, et également de pouvoir remonter pour l'ensemble des données les preuves de consentement. Et enfin, vous allez pouvoir organiser les processus internes et externes qui vont vous permettre de répondre globalement à l'ensemble de la réglementation GDPR. Par exemple, la déclaration sous 72 heures en cas de fuite, ça fait partie des processus externes que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant. Le dernier mot, c'est que le compte à rebours est lancé. Il vous reste 177 jours pour vous conformer à l'ensemble de cette réglementation. Et durant ces 177 jours, surtout n'oubliez pas que chez XL, on est à votre disposition pour vous accompagner sur l'ensemble de vos projets, pour l'ensemble de vos clients. On pourra répondre à vos questions justement sur mon client est-il conforme ou pas. On pourra vous donner quelques conseils. Même si évidemment on ne jouera pas le rôle de DPO, mais en tout cas on pourra vous accompagner sur vos projets et sur la sécurisation des données de vos clients. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Je vous remercie de m'avoir écouté tout le long et je vous propose désormais de passer à vos questions. S'il y en a, vous pouvez les poser par chat.